Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers amis artésiens. Et bonsoir, mes camarades. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité, c'est l'annonce faite par l'Élysée hier soir que la France aurait un Premier ministre d'ici demain soir, vendredi soir. Et à partir de là, un gouvernement qui pourra faire adopter in extremis un budget, comme l'a annoncé le Premier ministre démissionnaire, M. Lecornu. J'ai dit à chacune des formations politiques que j'ai reçues pendant 48 heures, Or et les filles et Rassemblement national, toutes m'ont dit qu'il ne fallait pas prendre le risque de ne pas avoir de budget au 31 décembre parce que les conséquences pour la France et les Français seraient absolument dramatiques. Suspendre la réforme des retraites, passée avec un 49.3 par Elisabeth Borne, alors Première ministre, creuserait la dette. Mais la crise politique que traverse la France a aussi un coût, il est énorme. Alors comment faire? Faut-il trouver une issue au blocage de la France, quoi qu'il en coûte, comme disait l'autre? On en débattra, puis on vous retrouvera Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour évoquer un homme qui est mort il y a 40 ans. Enfin, ça sera demain, le 40e anniversaire. Exactement. Orson Welles, la Cinémathèque française à Paris consacre une exposition à ce génie du cinéma. Mais Elisabeth, nous n'allons pas aller au cinéma, nous allons allumer la radio. Écoutez, et vous, Marie? Moi, je vais vous montrer une sandale ce soir, une vieille sandale âgée de plus de 6 siècles qu'on a retrouvée dans un nid de vautour. Voilà, des recherches archéologiques dans un nid de vautour vertigineuses, oui, à flanc de falaise. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons le dernier des géants de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Albie Sachs, 91 ans, blanc, juriste, ancien membre de l'ANC, à l'origine de l'abolition de la peine de mort dans son pays. Ce guerrier non violent, mutilé lors d'un attentat à la voiture piégée, a un truc en plus, l'intelligence bien sûr, mais l'humour et la joie. Ils infusent son journal de prison qui vient d'être traduit en français. On le retrouve tout de suite. Oui, Albie Sachs, bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. On est face à un géant de la lutte contre l'apartheid, un géant sud-africain qui publie Notre histoire mérite une fin heureuse, son journal de prison aux éditions Premier Parallèle. Bonsoir, Albie Sachs. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir à vous. Hi. Salut. Oui, pas avec l'autre. Parce que vous êtes taquin et en général, vous agitez votre moignon. Vous avez perdu un bras, Albie Sachs. Yes. Oui, c'est vrai. I love this arm. J'adore ce petit bras. For 1 year, Pendant it was like un an, that il pendait when I comme came ça out of hospital. quand je suis sorti de l'hôpital. And suddenly, Et d'un coup, it was free, il était free at last. libre, enfin. Oui, parce que vous avez été victime en 88 d'un attentat au Mozambique. On va en reparler. Votre profil idéal, on vous retrouve juste après Géant Albie Sachs. Albie Sachs, figure de la lutte contre l'apartheid, vous avez consacré votre vie à la défense de la liberté et de la démocratie malgré les nombreuses épreuves que vous avez subies. Comment ne jamais se résigner? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né à Johannesburg en 1935, vous avez 13 ans lorsque le gouvernement sud-africain instaure la ségrégation raciale. 4 ans plus tard, en 1952, vous participez aux manifestations de l'ANC, le Congrès national africain, dont Nelson Mandela dirigera la branche militaire. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. Avocat, dès l'âge de 21 ans, vous défendez les victimes de l'apartheid. En 1963, vous êtes incarcéré pendant 168 jours, soit 5 mois et demi. Dans votre journal de prison, écrit en 66 et publié dernièrement en France, vous racontez les conditions terribles, ni matelas, ni couchette, ni chaise, ni table, des couvertures pleines de puces, et la solitude seulement rompue lorsque d'autres prisonniers, derrière les murs, reprennent les airs que vous sifflotez comme le Going Home de la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. Vous subissez des interrogatoires destinés à vous faire lâcher le nom de vos amis militants. Page 43, vous écrivez « Je préfère souffrir des années plutôt que de vivre en sachant que j'ai acheté ma liberté au prix de celle d'autrui. » En 1966, vous vous exilez en Angleterre, puis devenez prof de droit au Mozambique. En 88, vous êtes victime d'un attentat à la voiture piégée, perpétré par des agents du régime sud-africain. Vous perdez un bras et un œil. Vengeance won't bring my arm back. Freedom will come in South Africa. We will have freedom in our lifetime, and we'll build a decent society there. That has to be our objective. L'apartheid est aboli en 91. Vous participez à la rédaction de la nouvelle constitution et siégez à la Cour constitutionnelle. Dans votre journal de prison, vous concluez ainsi « J'écris encore. Quelque chose de moi continuera à vivre, quoi qu'il me fasse. »
Alby Sachs, vous vous êtes engagé en 52 et vous avez fait un geste incroyable, historique, une sorte de miroir inversé des gestes de Rosa Parks et Claudette Colvin aux États-Unis, qui s'étaient assises dans un bus réservé aux Blancs. Vous, vous êtes assis sur un banc réservé aux colored, comme on disait, aux Noirs. Et là, ça a déclenché tout votre engagement et toute votre existence. Ça a été mon premier acte et ils ne voulaient pas nous arrêter et je leur ai dit non, allez-vous-en, allez-vous-en. Non, ils nous ont dit, nous on a dit non, on est en violation d'une loi injuste et donc il faut m'emmener au tribunal. Ça a été la première fois où je suis allé en prison. D'autres se rappellent leur premier baiser, je ne me rappelle pas mon premier baiser, mais je me rappelle mon premier passage en prison. Je suis en prison, je suis au tribunal et le magistrat regarde et il dit ah oui, il y a un petit jeune de 17 ans, donc c'est un délinquant juvénile. Est-ce que vos parents sont ici? Ma mère s'est levée, elle a dit, il a dit, je vous renvoie chez vous, chez votre mère. Et j'étais en colère, je voulais être révolutionnaire, être un héros, et on m'a renvoyé chez moi, chez ma mère. C'était la première fois. Vous l'êtes devenu, puisque 10 ans après, vous avez fait ces fameux 168 jours de prison que vous racontez, avec une énergie, une autodérision, un sens de l'humour et une introspection, une capacité étonnante à analyser votre engagement. 168 jours, ça a été l'enfer, mais c'est rien à côté des 27 ans de Nelson Mandela, Alby Sachs. Des 27 années de Mandela en prison. Oui, j'étais à l'isolement, c'était l'enfer, c'était au-delà de l'enfer. Je ne suis jamais allé en enfer, mais quoi que ce soit, là, c'était vraiment encore pire. Les bons jours, j'étais seulement déprimé. Et j'inventais des choses, des chansons. Je commençais avec la lettre A. Always, toujours, il y avait une chanson de Irving Berlin pour sa femme. Always, with a love that's true, always. Et j'ai modifié cela en je vais vivre ici pour toujours, année après année, toujours, dans cette petite cellule que je connais si bien. Je vivrai la grande vie toujours, toujours. Je vais rester ici pour toujours. Gardez-moi enchaîné tous les jours, pas pour une semaine, pas pour un mois, pas pour 90 jours, mais pour toujours. 90 jours, c'était le nom de la loi qui disait qu'on pouvait vous garder à l'isolement, sans avocat, sans passage au tribunal, sans contact avec sa famille ou le monde extérieur. On vous apportait à manger le matin, on le posait par terre en silence complet. Et il fallait que je trouve des activités à faire pour m'occuper, pour garder mon sens de la réalité. Je n'avais pas de papier ou de crayon. Le seul livre qui m'était permis, c'était la Bible. Je la lisais 2 pages et demie par jour. Et puis, d'un coup, j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Je vais écrire un livre. Et tout ce qu'il s'est passé après, c'est devenu mon compagnon. Le livre était mon compagnon. Et je me suis dit qu'un jour, j'allais transformer cette expérience horrible par laquelle je passais en mots. Et on peut contrôler mon corps, on peut m'enfermer, on peut me laisser sortir à l'exercice, me re-enfermer, me donner à manger, mais je vais contrôler le récit. Alby Sachs, vous étiez un blanc défendant des Noirs. Et vous étiez à peu près seul ou rare dans ce cas. Est-ce que vous ne vous sentiez pas trop isolé dans votre combat? J'ai été reçu avec tellement de beauté par les Noirs. Je ne suis pas allé là en tant que sauveur. Je me suis senti vraiment modeste face aux privations horribles de leur vie par rapport à la mienne. Je me suis senti modeste face à la chaleur, l'interconnexion entre tous. Modeste face aux chansons, aux mouvements, à l'intimité entre personnes pauvres. Il y avait quelque chose qui tenait de l'espoir, de l'ambition d'être libre un jour. Et ils m'ont dit un jour, il ne faut pas simplement participer aux réunions, il faut s'exprimer. Je leur ai dit, je ne peux pas parler, je ne connais pas les difficultés, la pauvreté. Peut-être qu'il y avait ce gars, on s'appelait camarade entre nous, peut-être camarade Alby, on parle de l'antiracisme, c'est quelque chose de tout à fait abstrait. On veut que ce soit toi qui parles. Ils m'ont mis sur l'estrade et ils ont dit,
Vas-y, parle. Et voyez-vous, je me rappelle encore à ce moment-là qu'on était très inquiet de la guerre nucléaire mondiale et donc je parlais d'interdire la bombe et des marchands de guerre qui gagnaient de l'argent avec la bombe et qu'on ne pouvait pas faire exploser le monde. J'ai dit seulement une phrase et mon interprète, en Xhosa, la langue sud-africaine, a parlé pendant longtemps et tout le monde riait. Et donc je lui ai dit, mais après, qu'est-ce qu'il y avait de si drôle? Et il a dit, camarade Albi, notre peuple espère qu'il va y avoir la guerre parce que ça fera tomber la domination des Blancs. Et donc ce que je leur ai expliqué, c'est que si les Russes envoient la bombe pour faire exploser le Premier ministre blanc, ça va vous faire exploser vous aussi. Albi Sachs, on va parler avec Anna et vous évidemment de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, la fameuse nation arc-en-ciel, à travers son équipe de rugby que vous connaissez bien, mythique, les Springboks. Exactement, les Springboks qui enchaînent les victoires samedi dernier. Ils ont remporté pour la 2e année consécutive la compétition phare de l'hémisphère sud, le Rugby Championships, en s'imposant face à l'Argentine. Mais surtout, auparavant, ils ont remporté les 2 dernières Coupes du Monde de rugby. C'était en 2019 et en 2023. Ce qui nous rappelle leur premier titre de champion du monde, c'était il y a 30 ans, le 24 juin 1995. Ils s'imposaient à domicile face à la Nouvelle-Zélande et surtout, pour la première fois, un homme de couleur, Chester Williams, jouait ailier gauche aux côtés des 14 autres joueurs blancs. Alors ce jour-là, 4 ans après l'apartheid, la fin de l'apartheid, l'équipe de rugby est devenue le symbole de la réconciliation nationale voulue par Nelson Mandela, tout juste président. Alors aujourd'hui, cette équipe, elle est beaucoup plus métissée, mais est-ce que le rugby joue encore, selon vous, ce rôle de cohésion pour les Sud-Africains ? Voyez-vous, je suis venu ici et je suis dit, si on parle de la nation arc-en-ciel, je vais dire, regardez notre équipe de rugby. Et là, vous voyez ce que l'on veut dire. Quand on a gagné la première fois en 1995, en fait, j'étais là la semaine avant, quand l'Afrique du Sud a gagné contre la France. Et c'était très bizarre, j'étais le seul qui était content quand l'Afrique du Sud a gagné. Et la semaine d'après, j'étais encore à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, et j'ai vu que l'Afrique du Sud a gagné avec seulement un joueur noir. Ce n'est pas qu'une question de chiffres. Lorsqu'il y a des joueurs qui se prennent les uns les autres dans les bras avec tellement de joie, on voit les gens dans les gradins, noirs, blancs, hommes, femmes, qui se prennent dans les bras. Ça, c'est un exemple merveilleux d'un domaine où la nation arc-en-ciel fonctionne. Et ça a été énorme pour notre pays. Une dernière question. Vous avez 2 points communs avec Robert Badinter, qui est panthéonisé aujourd'hui. Vous êtes juif ashkénaze, tous les deux. Il était juif ashkénaze. Et puis, la lutte pour l'abolition de la peine de mort, vous l'avez obtenue en Afrique du Sud. J'ai eu l'extrême privilège de passer une semaine au Palais Royal, dans une petite salle là-bas, à pouvoir voir Paris, mais aussi à m'inspirer de l'intellect, du style, de l'intelligence de Robert Badinter et comment il a transformé le Conseil constitutionnel d'une cour qui était très technique, qui organisait les structures de l'État, en une cour qui est fondée sur les droits humains fondamentaux, qui nous a montré, qui nous a servi d'exemple de ce que pouvait faire une cour, pas simplement régler des différends, mais une cour qui insuffle un esprit de justice, d'équité et d'humanité dans une nation. Et donc, je lui rends hommage en tant que grand ami et en tant que grand esprit juridique. Merci Albi Sachs. C'est vous aussi l'exemple pour la défense des droits humains, pour la liberté et pour la non-violence. J'avais envie de vous demander de siffler la Marseillaise pour terminer. Vous la siffliez en prison en 1963. Vous pouvez le faire pendant que je montre votre ouvrage. Ah non, I'm whistling the Dvorak. Ah non, pardon, c'est Dvorak. Extraordinaire. Merci Albi Sachs. On était mis aux larmes.
Merci infiniment. Et merci à Anthony Roger, votre interprète. On passe à notre débat sur la crise politique française. Cette instabilité au sommet de l'État a un coût, mais suspendre la réforme des retraites pour amener la gauche à ne pas censurer le futur gouvernement en aurait un aussi, un coût énorme. Alors comment faire pour que la France ait un budget voté et adopté à l'Assemblée d'ici le 31 décembre 2025 ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Compte à rebours enclenché, casting en attente. Le futur nouveau Premier ministre devra présenter son budget 2026 en Conseil des ministres lundi prochain, dernier délai. Pour trouver une majorité et ramener un peu de stabilité, Sébastien Lecornu, démissionnaire, n'a pas exclu hier soir une suspension de la réforme des retraites. Je pense que c'est de fait un des dossiers les plus bloquants, les plus difficiles. Je l'ai dit au président de la République. Il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne, architecte de la très impopulaire réforme adoptée en 2023 à coup de 49.3, a elle-même proposé de rouvrir le débat dans les colonnes du Parisien. Il faut savoir, écouter et bouger. Un appel du pied pour arracher un accord avec la gauche qui réclame de mettre sur pause la réforme des retraites. Une requête au cœur des négociations qui se sont enchaînées à Matignon. Notre demande, qui était la suspension de la réforme des retraites, n'est pas inatteignable. Donc ça demande à être précisé. Sauf que la suspension de la réforme des retraites, avec un départ à 63 ans, coûterait 13 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. De quoi inquiéter le MEDEF sur fond de manque de visibilité des entreprises sur leur avenir. Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 70 milliards d'euros de déficit cette année. Le taux d'emprunt le plus élevé de l'Union européenne. 3 345 milliards d'euros de dette. Alors la France, qui emprunte de plus en plus cher sur les marchés pour rembourser sa dette, a-t-elle vraiment les moyens de dépenser plus pour assurer sa stabilité politique ? La suspension de la réforme des retraites est-il le prix à payer ? Nos trois invités pour ce débat, Anne-Laure Delatte, bonsoir. Vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS, vous êtes professeure associée à l'Université Paris-Dauphine, Paris Sciences Lettres. Votre dernier essai, L'État droit dans le mur. Et selon vous, ce qui coûte le plus, c'est de ne pas avoir de budget, c'est l'incertitude radicale qui bloque la France. À côté de vous, Amir Reza Tofighi, bonsoir. Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Vous êtes président depuis le 21 janvier de cette année. Selon vous, la crise coûte très cher. Elle est en train de créer des effets à long terme sur les investissements d'entreprises qui impacteront demain l'emploi et les salariés et les salaires en France. Et à côté de vous, Anne-Sophie Elsif, bonsoir, chef économiste chez BDO France. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon vous, la suspension de la réforme des retraites n'est pas une recette miracle. Ça donnerait au marché le signal négatif que la France est un pays absolument incapable de mener à bien des réformes. Alors on démarre le débat avec l'estimation du jour. L'estimation du jour, oui. Peut-être depuis la dissolution en juin 2024, la crise politique aurait coûté 15 milliards d'euros au pays. C'est une estimation de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, soit une perte d'un demi-point de croissance, alors que celle-ci ne devrait pas dépasser 0,8% en 2025. Un gros manque à gagner, donc, Anne-Sophie Elsif, c'est avéré ? Oui, c'est avéré. En fait, à mon sens, ce qui est très dommage, on n'est pas dans une perspective de récession, mais c'est qu'on aurait dû avoir en 2024 et surtout 2025 un rebond. On a injecté énormément d'argent dans l'économie, avec le quoi qu'il en coûte, 2 tiers pour les ménages, 1 tiers pour les entreprises. Et donc, on s'attendait un peu à avoir le résultat de toutes ces liquidités en investissement et en consommation des ménages. Et en fait, ça se traduit en investissement qui est négatif, en contribution de la croissance, et avec un taux d'épargne qui explose parce que les ménages préfèrent épargner plutôt que de consommer. Et donc, tout ce qu'on attendait comme croissance économique pour venir baisser le déficit, eh bien, on ne l'a pas. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve dans cette situation. Amir Reza Tofighi, vous le sentez, vous, sur le terrain, vos adhérents, peut-être vous-même, en tant que chef d'entreprise, cet attentisme, cette peur ? Bien sûr. Ça se traduit au-delà des 15 milliards, comment ça se traduit ? Par des recrutements qui sont décalés, par des investissements qui sont décalés, par un niveau de défaillance aujourd'hui record. Ça veut dire quoi, un niveau de défaillance ? Non, un niveau de défaillance d'entreprise. Aujourd'hui, dans les tribunaux de commerce, on a des records du nombre d'entreprises
et pas des petites entreprises, des entreprises de plus en plus grandes. Qui ferment la porte, qui n'arrivent plus à payer leurs factures et qui, dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, une partie vont fermer leurs portes. Donc là, on est dans un moment où notre économie a besoin d'être soutenue. Les entreprises ont besoin d'être soutenues. Et quand moi j'entends le débat actuel sur est-ce qu'il faut taxer encore plus les entreprises, mais on est complètement décalé par rapport à l'urgence du moment. On va avoir potentiellement un taux de chômage qui va remonter, des entreprises qui vont avoir de moins en moins de capacité à investir, à recruter, et c'est grave. À côté de nous, les pays européens, l'Allemagne par exemple, a investi dans son économie. Et nous, on est complètement à côté de la plaque. Et donc vous l'imputez à la crise politique, notamment. Oui, entre autres, bien sûr. Anne-Laure Delatte, nos politiques sont inconséquents, ils ne se rendent pas compte de ce que ça a comme conséquences économiques, ou c'est déconnecté, ou on leur fait porter trop de responsabilités? Non, c'est plutôt que, évidemment, je ne pense pas qu'ils soient inconséquents, c'est plutôt qu'on est dans une situation politique compliquée en France, où vous avez une incertitude radicale plutôt que sur le budget, sur le régime économique, le modèle économique français. Vous avez d'un côté... Vous avez 3 blocs politiques, mais en réalité 2 offres, 2 modèles économiques. Un premier qui vous dit qu'il faut continuer à baisser les prélèvements obligatoires des entreprises et des ménages pour relancer l'activité, faire de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on retrouvera un chemin de croissance, de productivité. Et un autre modèle économique qui est en train d'émerger de façon un peu plus solide, en fait, depuis un an, du fait de la crise budgétaire, qui vous dit... En réalité, ceci n'a pas marché et donc maintenant qu'on a vidé les caisses et que l'activité n'a pas suivi, il faudrait réaugmenter les recettes. En tout cas, là où ça n'a pas eu d'effet, ça a eu moins d'effet que ce qu'on pensait. Réaugmenter les recettes, c'est augmenter les impôts. Oui, tout à fait. Oui, c'est augmenter les recettes là où vous les avez baissées et ça n'a pas eu d'effet, parce que c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. C'est qu'on est dans une situation budgétaire très compliquée avec 6% de déficit quasiment. 6% du PIB de déficit, parce qu'on a fait un pari en 2017 qui était « je baisse les recettes et ça va engager de l'activité, de l'emploi, et ça, comme ça compensera ». Et en réalité, aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous parlez en fait d'un débat structurel, mais Anne-Sophie Alsif, est-ce que là, dans les 15 derniers jours, il y a eu un impact vraiment clair sur l'activité économique? On entendait justement, par exemple, le taux d'emprunt de la France qui s'est dégradé. Oui, complètement. En fait, c'est ça pour moi le risque. On n'est pas dans une crise de la dette, on n'a pas de problème de soutenabilité, on a la Banque centrale européenne, donc on n'est pas dans ce scénario. Par contre, le risque, c'est d'avoir une augmentation de notre charge de la dette, donc d'emprunter de plus en plus cher. Et moi, en fait, je parle d'une mort un petit peu à petit feu. Alors voilà, qui ne fait pas les gros titres, qui n'est pas en une des journaux. C'est-à-dire que chaque année, on va consacrer de plus en plus d'argent à la dette publique, et cet argent, c'est de l'argent en moins pour la santé, pour l'éducation, et surtout pour les investissements d'avenir. Parce qu'un autre problème, et c'est là où je nuancerais sur l'offre politique, c'est qu'on a aussi un modèle de croissance en France qui est à 60% basé sur la consommation des ménages, beaucoup moins sur l'investissement et sur le productif. Et donc il y a aussi, à mon sens, une réflexion à avoir sur est-ce qu'on veut reproduire et est-ce qu'on veut créer aussi plus de valeur ajoutée en ayant plus de poids sur l'investissement productif. Anne Nordon, vous n'êtes pas d'accord? J'ai eu l'impression que vous n'étiez pas d'accord sur cette mort à petit feu. Si, alors ne pas faire les grands titres des journaux, c'est quand même, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, au contraire de la dette publique, et on essaye de... On utilise beaucoup de ce discours de panique pour dire qu'il faut absolument faire des efforts, et ça je crois que tout le monde est d'accord, il faut faire un ajustement budgétaire. Maintenant, en fait, les taux d'intérêt, là où je rejoins Anne-Sophie, c'est qu'ils n'augmentent pas de façon radicale et brutale, et donc on n'est pas dans une crise de la dette. En revanche, effectivement, on utilise de plus en plus de ressources pour payer nos intérêts, et le point, c'est comme un ménage, si vous voulez, si vous investissez, si vous empruntez pour investir, et que vous avez des charges d'intérêt à rembourser, tant que vous avez investi dans un appartement dont le prix continue à augmenter, c'est pas grave. En revanche, vous voyez, donc des intérêts de la dette, c'est pas grave par définition, mais en revanche, si ça ne marche pas, si ce que vous êtes en train de faire ne génère pas d'activité, ne génère pas d'investissement des entreprises, etc., eh bien, c'est là que c'est un mauvais investissement. Amir Rezatoufighi, vous avez l'impression qu'on joue à se faire peur quand vous entendez ce discours à côté de vous, votre gauche? Non, mais en fait, moi, je suis d'accord sur le fait que si on empruntait pour investir sur la transition écologique, faire un plan Marshall pour le logement, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le logement, on a une crise du logement et on ne fait rien. Sur ces sujets-là, il faut investir, il faut emprunter. Comme dans une entreprise, on investit on emprunte pour les investissements d'avenir. Non, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on emprunte pour nos coûts de fonctionnement. Et en fait, on va léguer à nos petits-enfants une dette, pas pour leur préparer une société meilleure, non, pour se payer un niveau de confort aujourd'hui, parce qu'on n'est pas capable de dire aux gens, par exemple, qu'il faut travailler un peu plus. C'est ça qui est grave aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que c'est pas d'avoir une dette,
c'est d'avoir une dette qui est mal utilisée, mal calibrée. Pas pour investir pour nos enfants, plutôt pour refuser d'affronter une réalité aujourd'hui. C'est que le monde travaille plus. C'est que tous les pays européens à côté sont en train de dire qu'il faut travailler plus. Et nous, on est les seuls qui nous demandons s'il faut travailler moins. C'est lunaire, ce débat. Vous nous amenez évidemment à cette évocation de la suspension de la réforme des retraites. On va en parler avec vous trois et avec Anna. Combien ça coûterait concrètement, cette suspension? Déjà, pour commencer, il faut savoir que la mise en œuvre progressive de la réforme des retraites qui a été adoptée en 2023 est déjà en cours. Depuis le 1er septembre 2023, l'âge légal de départ à la retraite est relevé de 3 mois par année de naissance pour atteindre la cible des 64 ans en 2032. Regardez sur cette frise, pour les personnes qui sont nées en 1964, elles partiraient à la retraite à 63 ans en 2027, celles nées en 65 à 63 ans et 3 mois, et ainsi de suite, jusqu'à 64 ans. Ce sont donc les personnes qui sont nées à partir de 1968 qui partiraient à 64 ans, à condition d'avoir cotisé les trimestres nécessaires. Maintenant, si la réforme était suspendue en 2026, ça reviendrait à bloquer l'âge de départ, soit à 62 ans et 9 mois, soit à 63 ans. Ce sont les deux hypothèses qui sont sur la table pour le moment. Mais dans les deux cas, ça aurait un double effet néfaste sur les comptes publics, moins de cotisations sociales à collecter et plus de pensions de retraite à verser. Sébastien Lecornu, qui était hier soir au JT de France 2, évoquait un montant de au moins 3 milliards d'euros d'ici 2027, jusqu'à 2027 plutôt. Et la Cour des comptes, elle, estimait, dans un rapport qui avait été remis à François Bayrou en février 2025, que le coût global à l'échéance 2035 atteindrait les 13 milliards d'euros. Anne-Sophie Elsif, est-ce qu'on a vraiment les moyens de suspendre la réforme des retraites, vu l'état actuel de notre déficit? Est-ce qu'on peut se le permettre? Je dirais non, mais à mon sens, ce n'est pas vraiment le débat. Le débat, c'est déjà d'avoir un taux d'emploi des 55-62, je dis bien 62, donc là on parle de l'âge de départ d'avant, qui est beaucoup plus faible que nos partenaires européens. Déjà sur ce taux d'emploi, sur ce niveau d'âge, si on était juste au niveau des autres, on n'aurait pas cette discussion. Oui, de mon point de vue, c'est un impératif social. Mais est-ce que... C'est un constat. Et le problème de la réforme des retraites, on le voit, c'est que dès que vous décalez l'âge de départ, vous augmentez mécaniquement, Taureau a raison, en tout cas c'est comme ça, le taux d'emploi. Donc on voit que depuis qu'on a fait cette réforme, on a 1,3 années en plus travaillées et donc de cotisations, etc. Donc c'est ça en fait le sujet. Amir Rezatofighi, pour vous, ce serait une aberration, cette suspension de... Mais bien sûr que c'est une aberration. Mais au-delà du coût financier... En fait, c'est de mentir aux Français que de leur faire croire que dans une société où il y a moins d'actifs, où les gens vivent plus longtemps, en fait, c'est de mentir, de faire croire aux gens qu'ils vont travailler moins. Et à un moment donné, il faut payer ce modèle social. On ne va pas pouvoir, quand il y avait à l'époque 4 actifs pour un retraité, quand aujourd'hui on est à 1,7, quand demain on sera à 1,4, il n'y a pas de magie. Si on veut, à un moment donné, qu'on s'arrête à travailler à 60 ans, bah ok, mais la retraite, elle va devoir baisser drastiquement. Parce que la retraite, il faut un équilibre. Les pensions de retraite, oui. En fait, la retraite, c'est quoi? C'est un équilibre entre le nombre d'actifs qui payent, le nombre de retraités qui reçoivent des pensions et le niveau des pensions. Donc si on ne veut pas jouer sur l'âge, bah, il va falloir baisser drastiquement le niveau des pensions. Moi, je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Ou l'immigration. En tout cas, là... L'immigration, c'est ce que font d'autres pays, l'Allemagne, le Canada... Oui, mais ces pays-là augmentent aussi l'âge légal. Il n'y a aucun pays dans le monde, et même les pays comme la Chine, qui sont quand même un pays communiste, augmentent l'âge légal. Donc il faut quand même se poser des questions. On ne peut pas être le seul pays du monde à avoir un comportement complètement décalé par rapport à ce que font le reste du monde. Anne-Laure Delatte, non, en fait, cette suspension. Et je trouve ça intéressant parce qu'on va se refaire Là, on est en train de se refaire le débat de 2023. Or, il a déjà eu lieu, plus ou moins. Mais en tout cas, tous ces arguments, on les a beaucoup entendus. On a aussi vu beaucoup de Français dans la rue qui, malgré ces arguments, continuent à penser qu'ils veulent un régime social relativement protecteur. On a un problème d'emploi sur les seniors entre 55 et 62 ans, et ça, vous avez tout à fait raison. Mais du coup, quand vous augmentez l'âge de retraite, eh bien, en fait, vous augmentez le temps des gens au chômage, pas dans le taux d'emploi. C'est-à-dire que vous augmentez un peu le taux d'emploi, mais il y a beaucoup de gens... si les gens sont au chômage de 55 à 62 ans, vous augmentez leur carrière, ils restent au chômage. Et là, quand on voit les chiffres de l'INSEE, on voit les premières, on a 1,2, là je pense qu'on peut être d'accord, de taux d'emploi. Et du coup, si je peux finir juste sur l'argument, je crois que notre boulot d'économiste, moi mon travail d'économiste, c'est pas d'essayer de convaincre les Français d'un côté ou de l'autre, c'est de donner des chiffres rationnels. En fait, aujourd'hui, ce qu'on estime, c'est que si on suspendait la réforme aujourd'hui et qu'on s'arrêtait à 62 ans et 9 mois, ça impacterait 800 000 personnes en France et ça coûterait
1 point de cotisation sociale en plus. Et ça, on peut l'absorber. 32. En fait, 1 point de cotisation sociale, évidemment que ça peut s'absorber. Là, je suis en train de vous dire que je le finance. Si je mets 1 point de cotisation sociale en plus, en fait, j'augmente les recettes et donc je n'ai pas de déficit en face. C'est simplement ça, vous voyez, les données du problème. Anne-Sophie Elsif, ça donne quel signal à l'étranger sur les marchés financiers? Le problème, l'éventualité de cette suspension de la réforme. Le problème des retraites, c'est juste la capacité de dire est-ce que la France sera capable de faire des réformes, pas que sur les retraites, mais en général sur les grands sujets, et donc d'avoir un plan de désendettement robuste. Encore une fois, les marchés ne demandent pas qu'il n'y ait plus de retraite, qu'on se désendette en 2 ans. Personne ne demande ça. Juste avoir un plan robuste. Les marchés, mais les agences de notation, par exemple. Oui, ça a quand même un impact. Ça va ensemble. Moi, j'aimerais juste revenir par rapport à ce qui a été dit, parce que le rapport de la Cour des comptes montre quoi? Montre l'effet horizon. L'effet horizon, c'est quoi? Ça a été démontré. À chaque fois qu'on augmente, qu'on décale l'âge légal de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors augmente. Ça, c'est l'effet horizon, ça a été montré, ça a été encore montré dans le rapport de la Cour des comptes. Donc c'est chiffre de l'INSEE. C'est faux de dire qu'on va augmenter la durée au chômage. Non, pour une raison très simple. Moi, je vais vous donner, en tant que chef d'entreprise, lorsque l'âge légal de départ à la retraite est 62 ans, est-ce qu'une personne de 61 ans, je vais la recruter, je vais investir 6 mois dans la formation pour que 6 mois après, il parte à la retraite? Mais bien sûr que non. C'est un calcul économique. Si c'est 64, vous la recrutez à 61 ans. 3 ans où je peux la faire travailler. Donc vous avez une perspective. Le chômage à partir de 55 ans. Non, mais je comprends votre mécanisme, mais il se trouve qu'on a un problème. Tout le monde n'est pas au chômage à 55 ans. J'ai l'impression que le taux d'emploi est plus bas que nos partenaires, mais tout le monde n'est pas au chômage à 55 ans. Bien sûr, attendez, mais soyons pas caricaturales. Moi, je pas dit ça non plus. Mais si, vous avez dit qu'ils sont au chômage à 55 ans. Moi, je prends plein de cas de gens qui vont être au chômage à 60 ans. Et à un moment donné, le chef d'entreprise, il fait un calcul simple. Si la personne, dans un an, pas la peine d'investir, elle va à la retraite, on ne va pas investir 6 mois de formation pour que la personne... Premier point. Donc l'effet horizon, ça a été prouvé. On ne peut pas revenir sur les choses qui ont prouvé. Le rapport de la Cour des comptes le montre. C'est mathématique. Et le deuxième point Le deuxième point, c'est quand il y a encore 10-20 ans, les salariés payaient 14% globalement, salariés entreprises, 14% de leur salaire pour payer les retraites. Aujourd'hui, c'est 28%. Donc, si vous voulez, on va passer à 29, à 30%. Mais qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui? On produit une génération de salariés pauvres. Pourquoi? Parce qu'on met tout le temps une charge sur les salariés et sur les entreprises au détriment des retraités. Et à la fin, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Laissez-moi finir juste. On va avoir une génération entière de salariés qui sont sacrifiés parce qu'on va tout le temps leur mettre des cotisations salariales en plus, des cotisations patronales. Il ne faut pas se leurrer, quand il y a des cotisations patronales qui augmentent, à la fin, ça impacte les salaires parce que les entreprises ont moins de moyens pour investir, ont moins de moyens pour augmenter les salaires. Donc moi, j'en ai marre qu'on mette toujours des cotisations en plus sur les salariés. À la fin, on va produire une génération de salariés qui vont en avoir marre de devoir toujours payer pour les autres. Anne-Laure Delatte. Non, mais c'est normal que vous teniez ce discours et je l'entends. Moi, je parle aussi pour mes salariés et aussi mes salariés que je défends parce que, à force de faire ça, à la fin. Attendez, laissez répondre. Vous avez une entreprise de quoi, pardon? D'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Donc, vous défendez le point de vue des entreprises et il est tout à fait entendable. Maintenant, vous demandez aux Français s'ils sont prêts. En fait, à quoi ils tiennent? Ils tiennent à un régime social protecteur. En fait, ils ne veulent pas travailler au-delà de 62 ans, notamment parce que les conditions de travail sont compliquées en France, que vous avez énormément de gens, encore une fois, au chômage à partir de 55 ans et que les conditions de travail sont pénibles à partir de la fin de votre carrière. Donc, je comprends que vous défendiez ce modèle-là, mais on est dans un système démocratique où il faut avoir ce débat-là. Vous avez eu les gens dans la rue, vous demandez, vous faites des sondages, après sondage, les gens tiennent à ce système de retraite. Là, vous êtes en train de forcer les choses et je crois que la situation politique aujourd'hui, elle reflète ça. C'est-à-dire qu'on a bien compris le modèle que vous défendiez tous les deux, c'est-à-dire compétitivité, productivité, marché financier qui nous surveille. Si je peux juste finir, on a bien compris qu'on est en concurrence internationale. Sauf que tous les pays qui subissent cette concurrence, ils voient aussi leur régime social se dégrader. L'Italie, la Hongrie, vous avez des gens qui vont devenir qui vont travailler de plus en plus longtemps, qui vont avoir de moins en moins de protection, maladie, retraite, etc. Donc c'est ça le débat. Alors c'est ça le débat. Ça vous divise sur ce plateau, mais ça divise aussi la classe politique française. Écoutez ces deux sons de cloche. Qu'on puisse ouvrir des champs sur la question des retraites, qu'on puisse dire est-ce qu'on fait une suspension, une pause, enfin bref. La question qui va derrière, c'est comment on finance tout ça. Pour nous, le coût de cette suspension doit être compensé par des recettes nouvelles, notamment sur les plus hauts patrimoines et les plus hauts revenus. Mais Anne-Sophie Elsif, si ça permet d'apaiser le débat politique et donc justement d'aider la croissance, ne faut-il pas accepter cette suspension provisoire ?
de la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le vrai sujet. Si ça permet d'avoir un budget, on peut se dire c'est un moindre mal en termes de croissance. On verra après. Mais là où, en effet, pour renuancer en disant oui, il y a cet âge de départ et c'est pour en fait avoir du mieux pour les gens, il faut faire attention. Là aussi, quand on demande aux gens, il y a des sondages, est-ce que vous aimeriez être plus payé à la retraite? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de revenus? Les gens vous disent oui. Et le problème, en effet, en France, et là je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a un taux de productivité horaire entre 25 ans et 55 ans. Là, vous travaillez à fond et après, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe dans les pays nordiques? Les gens sont pas dans des systèmes différents. Et bien, à partir de 55 ans et autres, en effet, les entreprises ont des systèmes beaucoup plus mixtes. Donc, vous travaillez 2-3 jours, vous avez un système qui est beaucoup plus modulable et vous avez plus de revenus. Parce qu'aujourd'hui, les Français partent à la retraite plus tard, pas à 62 ans, à 63 ans et quelques. Et la première des motivations, c'est d'avoir des compléments de revenus parce qu'à la retraite, vous gagnez moins. La grande question, à mon sens, c'est le choix et la liberté de choisir. Et aujourd'hui, vous avez une partie des salariés qui l'a et une autre qui ne l'a pas. Amir Reza Tofighi, la même question. Il s'agit d'une suspension, donc de quelque chose de provisoire. Est-ce que ça ne serait pas nécessaire pour débloquer C'est un très mauvais signal parce qu'en fait, on donne le sentiment aux Français que finalement, on peut revenir sur la réforme. Alors moi, pour vous répondre, moi je suis d'accord sur le fait qu'on doit avoir un régime social protecteur, mais pour ça, il faut dire la vérité aux gens. Moi, vous savez, je ne fais pas de la politique, donc je ne vais pas mentir quand je prends la parole. Moi, je dis la vérité. Et la vérité, c'est que si on dit aux gens, vous allez pouvoir travailler moins, vous allez pouvoir avoir une belle retraite, ça ne marche pas, en fait, ça. Et à un moment donné, il faut dire la vérité. Et la vérité, par contre, et où je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est quoi? C'est que il faut mettre en place des choses comme la retraite progressive. En effet, les conditions de travail sont peut-être plus compliquées à partir d'un certain âge dans certains métiers. Je relativise quand même en disant dans certains métiers, parce que faire croire que le travail, c'est la pénibilité pour tout le monde, à un moment donné, moi, ce discours-là, je n'entends pas, quoi. Mais donc, de dire la retraite progressive, par exemple, à partir d'un certain âge, on peut travailler une journée de moins. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler ensemble. Non, parce qu'elle est aujourd'hui pas opposable. Ça veut dire que l'entreprise peut s'opposer. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter pour avoir des voies de passage. On n'a pas assez débattu. Mais arrêtons de faire croire qu'on pourra travailler moins et garder notre régime social. À la fin, c'est l'ennemi du régime social, c'est le mensonge qu'on fait aux Français. Anne-Laure Delattre. Parler de mensonges, voilà, encore une fois, moi je suis économiste, je suis au CNRS, j'essaye de vous donner des données, des trucs objectifs. Ça coûte 1 point de cotisation sociale en plus en 2032. Est-ce qu'on est prêt à le payer ou pas? C'est pas la fin du monde, c'est tout ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver dans une abîme absolue. C'est la conclusion. Un point en rapport à la Cour des comptes l'a dit. C'est 70 000 emplois perdus et c'est que 7 milliards. C'est la conclusion de ce débat, un vrai débat. Donc merci à tous les trois d'être venus. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. 40e anniversaire de la mort d'Orson Welles, le réalisateur génial de Citizen Kane, La Dame de Shanghai ou encore La Soif du Mal, mais aussi un mystificateur radiophonique hallucinant dans sa jeunesse. Et côté découverte scientifique, des artefacts humains qui ont à peu près 600 ans ont été retrouvés dans des nids de vautours géants. Mais d'abord, le mot vedette du jour, ultra transformé. Une étude scientifique démontre que la consommation frénétique de mangeaille ultra transformée peut avoir un impact sur la longévité, sur votre espérance de vie, c'est entendu. Un aliment ultra transformé. Ultra transformé. Les produits ultra transformés. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Ultra transformé, adjectif dérivé du latin ultra, au-delà, trans, au travers et format, forme, désigne une catégorie d'aliments altérés en usine pour modifier leur aspect, goût ou durée de conservation. Le 6 octobre, une ONG spécialisée dans le miam-miam a épinglé 10 produits laitiers à destination des enfants truffés d'AUT, aliments ultra transformés. La chronique de cette frankenbouffe foisonne. Le 24 septembre, 117 organisations de la société civile se désolaient que la notion d'aliments ultra transformés ait été caviardée dans la stratégie nationale pour l'alimentation. Le 11 septembre, un magazine de consommateurs testait 43 produits marketés pour les gamins. 81% étaient des aliments ultra transformés. Le terme date de 2009, quand un chercheur brésilien classe les aliments selon leur degré de mutation industrielle. De 1, brut, un œuf par exemple, à 4, ultra transformé. Un napolitain par exemple. Synonyme d'atroce torture moléculaire. Fractionnement, soufflage, cuisson, extrusion, hydrogénation, ajout d'arômes émulsifiants, exhausteurs de goût, antioxydants. En France, 80% des produits alimentaires en supermarché sont ultra transformés et constituent un tiers des apports caloriques journaliers. Ces barbarismes nutritionnels sont un risque pour la santé physique et mentale, car trop riches en sel, sucre, graisses saturées, trop pauvres en fibres ou vitamines, mais aussi à cause de cette transformation ultra.
Les avertissements du CNRS, de l'INSERM, de Santé publique France, de l'OMS s'entassent. Mais Paris n'interdit toujours pas la pub des produits nocifs pour la santé des enfants, voulus par 83% des Français. Et l'UE autorise 330 additifs chelous dans nos denrées, 50 pour le bio. Une petite chimie du frigo avec son tableau périodique des aliments. Miam miam, Thibault Nolte, merci. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Alors, Xavier, l'ouverture hier à Paris, vous êtes allé la voir? Non, pas encore. L'exposition que la Cinémathèque consacre à son enfant chéri, Orson Welles, mort. Ce sera demain le 40e anniversaire de sa mort. Génie du cinéma. Et on va évoquer la guerre des mondes. Oui. Elisabeth, nous allons nous installer confortablement pour écouter la radio. Fermez les yeux, on écoute. Nous sommes le 30 octobre 1938, aux États-Unis précisément. Oui. C'est Halloween. Alors, vous savez, la radio, c'est alors un tout jeune média. La chaîne CBS diffuse seulement depuis 4 ans. Et ce soir-là, c'est un programme musical. Quand soudain, il est interrompu par un speaker qui annonce des choses étranges. Ce qui fait qu'on reste complètement scotché au poste. Il parle d'astéroïdes, de menaces extraterrestres. Alors le programme musical reprend à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises il est interrompu par le speaker qui a dit des trucs de pire en pire, parce que cette fois-ci, ça parle de gaz, ça parle d'invasion extraterrestre, des combats, bref... Le monde est en guerre. C'est la guerre des mondes. Oui, la guerre des mondes. Ah oui, l'adaptation. C'est une adaptation radiophonique du roman d'H.G. Wells, un roman paru 40 ans auparavant, adaptation menée par le jeune Orson Welles, il a seulement 23 ans, donc faux journaliste, faux témoin, faux scientifique pour raconter l'invasion de la Terre par les extraterrestres. Mais auditeurs, auditrices qui sont en train d'écouter ça pensent que c'est réel, tout le monde est pris de panique, c'est l'effroi dans tout le pays. En tout cas, c'est comme ça que la presse raconte cette soirée-là. Dès le lendemain, vous avez plein d'articles autour de cette panique généralisée, sauf que, voilà, depuis, nous savons que tout cela est faux. Alors, ce qui est faux, déjà, c'est qu'il n'y a pas eu d'invasion extraterrestre. Ah bon? Quand même, bien sûr. le rappeler. Non, ce qui est faux, c'est qu'il n'y a pas eu de panique. Hein. C'est ce que montrent plusieurs travaux, et notamment ceux de Pierre Lagrange, un sociologue des sciences. La guerre des mondes a-t-elle eu lieu? Non, il n'y a pas eu de panique. Il n'y a pas eu de panique parce que, déjà, bon, on est à un moment où tout le monde n'écoute pas la radio, et parmi celles et ceux qui écoutaient la radio, on estime que seulement 2% ce soir-là écoutaient CBS. Et puis, simplement aussi parce que pendant cette émission, c'était clairement dit que c'était une adaptation, que c'était Halloween. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette panique arrangeait beaucoup de monde. Qui ça? La presse, déjà. Je disais, la radio, c'est un jeune média. Et puis alors, avec un succès fulgurant, donc une concurrence potentielle. Et là, c'est une formidable occasion de dénigrer la radio. Et puis, l'autre qui est très intéressé par cette panique, c'est tout simplement Orson Welles. Vous imaginez cette notoriété totale. 3 ans plus tard, il tourne Citizen Kane, l'histoire d'un mania de la presse. Donc, vous voyez, s'il y a guerre des mondes, sont les mondes de l'audiovisuel. Ah, merci Xavier. Et l'exposition à la Cinémathèque française à Paris 75. My name is Orson, c'est ça c'est le nom de l'expo, voilà, magnifique. Marie, en Espagne, on a retrouvé un sabot, une lance, des drôles d'objets bizarres, humains, qui ont 600 ans dans des nids de vautours. De vautours, oui, c'est épuisant d'être archéologue, j'ai découvert ça. Moi, je croyais qu'il suffisait d'un petit pinceau et on époussette le bac à sable. Pas du tout. Je présente mes excuses au chercheur espagnol Anthony Margalida et toute son équipe qui sont descendus en rappel le long de falaises escarpées du sud de l'Espagne pour aller fouillés dans une douzaine de nids de gypaètes barbus, ces vautours qui ont disparu de la région au siècle dernier, mais qui ont laissé derrière eux plein de nids abandonnés, cachés dans des cavités, des grottes, où il fait frais et sec toute l'année. Pourquoi je vous donne la météo des nids? C'est parce que c'est crucial pour ma chronique. Ça en fait des lieux de conservation extraordinaires. C'est en fait des sortes de petits musées naturels où tout ce que le gypaète a accumulé au cours de son existence et au cours des siècles va rester en bon état. Parce que comment ça marche, les gypaètes? Ils se transmettent le même nid. Et donc, ils rajoutent comme ça des étages. Et ils rajoutent des bouts de carcasse. C'est des vautours qui mangent des os. Bon, voilà, ils mangent des os, donc ils ramènent plein d'os, des branches, des coquilles d'œufs, évidemment. Vous en retrouvez dans ces nids, de la laine de mouton, parce qu'ils tapissent le nid pour que ce soit un peu confort. Et puis, plein de trucs qu'ils ont piqués aux humains, ce qu'on appelle des artefacts. Donc, tout reste en excellent état. La découverte la plus spectaculaire, vous allez la voir quand même, de cette mission, c'est une sandale, donc, qui a environ 675 ans. Regardez, je pourrais presque l'enfiler si c'est du 41, tellement elle est bien conservée. Voilà, au total, quasiment 200 objets d'humains trouvés.
des bouts de panier, des vêtements, du textile, une fronde tressée. Et puis, surprise, ils ont trouvé un carreau d'arbalète. Alors ça, les chercheurs ne savent pas trop s'il était fiché dans le gibier qui est allé chercher la gypaète pour l'amener à ses petits, ou s'il a été ramené en tant que tel, en tant que bout de bois pour consolider le nid. L'analyse de tous ces éléments retrouvés n'est pas finie. Ça fait 10 ans que les chercheurs sont dessus, mais il leur manque d'argent, donc ils communiquent sur leur mission. Et ils ont publié récemment un article dans la revue scientifique Écologie, et ils soulignent tout l'intérêt de ces nids de gypaètes qu'ils appellent des bio-indicateurs. C'est-à-dire que ça donne plein d'indices sur l'histoire des hommes, vous l'avez vu, mais aussi l'évolution du milieu naturel à travers des siècles et des siècles. Par exemple, les bouts de coquilles là, qu'on a retrouvés dans ces nids, si on fait une analyse toxicologique, on va pouvoir comprendre à partir de quelle époque les oiseaux ont commencé à s'envoyer des pesticides dans le sang. Par exemple, c'est plein de trucs qu'on peut apprendre. Ces gypaètes, ce n'est pas les seuls rapaces qui recyclent leurs habitats comme ça. Au Groenland, on avait retrouvé, mais du guano de faucons. Et alors ? Non, mais voilà, qui avait 2000 ans. C'était du guano âgé de 2000 ans. Donc voilà, c'est des endroits très intéressants, mais nos gypaètes, ils sont à considérer d'urgence parce que c'est le vautour le plus menacé du continent européen. Il reste, c'est précis, 309 couples. La moitié sont dans les Pyrénées. Donc si vous passez dans les Pyrénées, vous leur dites non, vous leur tendez une sandale. Voilà. Merci Marie, merci à tous. Demain à 20h05 le club avec un certain Benjamin Sportouche aux manettes. Oui, il est là. Et je vous retrouve lundi. Tchuss. Bis Montag.